Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors aujourd'hui à l'affiche, je vous parlerai de Memory of Mankind de Marcus Lindeen et que j'ai vu au théâtre de Gennevilliers. Duburois d'Alfred Jarry dans la mise en scène de Pascal Néron, que j'avais vu à l'Athénée mais qui se donne à l'Opéra de Reims. Six pieds sous ciel, cœur, c'est au Petit Théâtre de la Colline et c'est un texte mis en scène de Jacques Rebottier. Portrait de l'artiste après sa mort, France 41, Argentine 78, c'est un texte et une mise en scène de Davide Carnevali au théâtre de la Bastille. Et puis le musical Black Legends que j'ai vu à Bobino, c'est un travail qui a été conçu par Valérie Rodriguez. De Paul Auster, une trilogie new-yorkaise dans la mise en scène d'Igor Manjski au théâtre de la Ville. André, Memory of Mankind. Alors, Marcus Lindeen, suédois, qui est là avec Marianne Segol pour ce spectacle, c'est quelqu'un qui travaille quelque chose qui est entre le théâtre et le documentaire, si on veut, parce qu'il va partir d'éléments réels. Par exemple, ici, c'est l'histoire de Martin Couze, qui est quelqu'un qui a décidé de conserver l'histoire de l'humanité au moment où il vit. Il voudrait léguer dans les siècles futurs les choses d'aujourd'hui et il faut que ce soit solide. Ce n'est pas des trucs qui vont s'envoler comme sur des portables. Il faut vraiment quelque chose. Donc il va faire des céramiques et il va les cacher, les entreposer dans une grotte sous-marine qui va être fermée par la suite. Et puis il a l'idée d'ouvrir ce projet à chacun qui veut. Avec l'idée de quel est le souvenir que vous voudriez transmettre au futur. Bon. Et donc, évidemment, il va s'emparer de cette histoire. Il travaille avec des interviews. Et quand il a son matériel, il va chercher, par un casting assez important, des interprètes. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des interprètes, mais qui ont quelque chose en commun, plus ou moins, peut-être avec le personnage interviewé, avec ce qu'il veut raconter. Et donc, ça nous donne comme ça un spectacle ouvert, puisque le public est aussi, quelque part, fait partie aussi du spectacle, puisqu'il est éclairé, et que on est dans un rectangle, si on veut, dans chaque angle, on a le public sur des marches, avec des possibilités de monter, de descendre, et au milieu, il y a c'est entreposé, ces tablettes, etc. Et donc, on va avoir cela avec 4 personnages. Donc, celui qui joue le rôle du personnage principal, et puis on va avoir un archéologue queer, un archéologue, et pour le coup, je crois que c'est un véritable archéologue, et puis qui va critiquer un peu l'historicisme et peut-être le fait que vouloir conserver quelque chose de particulier, c'est peut-être pas ce qu'il y a que l'archéologue voulait trouver. Lui, il voudrait trouver des choses plus banales, peut-être. Bon, il y a cela, et puis il va y avoir un couple dont ça a un rapport, puisque lui, il fait des crises d'amnésie totale. C'est-à-dire que il va perdre la mémoire, mais il ne retrouvera jamais sa mémoire, il va recommencer à vivre, et c'est grâce à la femme qu'il a rencontrée qu'il va peut-être pouvoir un tout petit peu, disons, récupérer des choses qu'elle va conserver, qu'elle va enregistrer et conserver de son côté. Bon. Donc voilà, j'avais déjà vu des spectacles de Lindeen, et j'avais trouvé ça très intéressant. Je dois avouer que ici, le sujet, moi, m'a moins passionné.
hein. J'ai trouvé, parce que c'est vrai que cette idée d'histoire, qu'est-ce que c'est que l'histoire et qu'est-ce que c'est que l'historiographie finalement, c'est quelque chose, bon, quand même, qui est assez partagé, qui est assez connu. Et j'ai pas été complètement pris par le sujet et le côté très pédagogique où on voit les objets, les choses. Bon, je trouvais que c'était un tout petit peu démonstratif. Ça m'a pas complètement, enfin, ça m'a moins emballé que j'avais été par les spectacles précédents. Peut-être que si vous avez jamais vu de spectacle de Lindin, bon, ça peut bien vous plaire. Chantal. Oui, donc c'est Ubu Roi d'Alfred Jarry que j'avais vu à l'Athénée, bon, en octobre, mais c'était sur une durée assez courte. Et donc, ça se donne à l'Opéra de Reims le samedi 23 novembre et le dimanche 24 novembre. Moi, je l'aime beaucoup, ce personnage d'Alfred Jarry, Ubu Roi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a plein d'excès, parce qu'il est extravagant, parce qu'il est jusqu'au boutiste. Et pourtant, je devrais le détester parce que souvent, on l'utilise pour représenter l'égoïsme, le totalitarisme, la tyrannie, l'absence d'altruisme. Il est dans la pantalonnade tragique. Mais je me souviens que lorsque j'étais jeune lycéenne, j'aimais me répéter les fameuses répliques de ce personnage, Ubu Roi, le merdre, le bougre de Mèrgre, et Ubu Roi, il utilise le bâton à finance, et puis le bâton à décerveler, le ciseau à oneille. Bon, là, il n'y a pas tellement l'aspect guignol pour le personnage proprement dit d'Ubu Roi. C'est Paul Janson qui l'interprète. En fait, il a une allure un petit peu banale, mais il représente bien ses instincts démesurés et puis le goût du pouvoir de ce personnage d'Ubu. Malgré son apparence commune, il aura quand même quelque chose, quelques petits indices. Il est souvent en Marcel, il est moche, il est salace, il est ridicule. Il porte donc un Marcel et une doudoune pour rappeler bien sûr l'aspect bibandoum de Ubu qu'on représente souvent au théâtre. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans cette scénographie, c'est que j'ai eu l'impression que le délire d'Ubu influencer la scénographie. C'est-à-dire que sa mégalomanie, son ridicule sont extériorisés, sont en expansion sur la scène. Parce que Ubu, c'est une histoire de ventre et de chair. Il aime bien bouffer. Eh bien, ça va être symbolisé sur la scène par un espace très organique. On voit une profusion de gros tuyaux, de gros boyaux qui rappellent bien sûr l'intestin. Même le rideau était constitué de ces tuyaux qui vont tomber et qui vont nous faire découvrir les musiciens. Mais on est bien du côté de la bouffonnerie, mais ce qui est bien, c'est que cette histoire de boyaux, elle n'est pas épisodique. Elle va être intégrée dans le processus dramatique. Et c'est là, tu te souviens de la scène de la trappe, c'est là où les personnages vont apparaître et disparaissent. Donc, autre grande originalité de ce spectacle, c'est qu'il y a des musiciens. Et la musique, c'est la musique originelle. C'est la musique qui a été constituée par Claude Terrasse en 1908 et donc qui est retravaillée. Et les musiciens, eux, ils sont dans la mascarade. Alors, ils sont costumés et puis on a l'impression qu'ils sont des pom-pom girls pour Ubu. J'ai trouvé que la musique était facile pour moi à recevoir. Alors, il y a de la fanfare, il y a un peu des motifs un peu religieux, il y a des motifs pour chaque personnage, même pour l'ours. Donc, tout ceci se veut parodique. Les comédiens, ils sont très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé celui qui joue le capitaine Bordure, qui est interprété par Emmanuel Lascar. Il a une allure de colonialiste avec son short, avec ses gros godillots. Il est très drôle. La mère Ubu, elle est forcément un petit peu plus
pragmatique, elle, un petit peu plus sage. Et puis, j'ai remarqué Jean-Louis Koloch, le roi de Pologne. Il joue le roi de Pologne, il est le tsar, il est un homme. Il a véritablement la pompe arrogante. Donc, c'est pour moi un bel opéra. Bon, ben, si vous avez l'occasion d'aller à Reims, eh bien, le week-end du 23. André, donc au Théâtre de la Colline, tu as vu Six pieds sous ciel, cœur. Cœur. Alors, c'est un spectacle très particulier parce que on va jouer avec la langue et le discours et l'émission de ce discours, de cette langue. Nous avons sur scène trois actrices qui vont parler ensemble. La plupart du temps, c'est les mêmes mots qu'elles prononcent en même temps. Et je dois dire qu'il y a un travail extraordinaire dans la mesure où on a l'impression qu'il y a presque une seule voix, tellement elles concordent le moment de l'énonciation, etc. C'est formidable. Et ce discours va être très varié. Ça peut être le discours de l'intelligence artificielle, enfin, disons, du discours qu'on va entendre comme ça au téléphone quand on tombe sur des choses automatiques. Ça peut être aussi des clichés, des choses toutes faites de la société. Et on va avoir, en dehors de ce discours-là, on va avoir, venant à côté de nous, du public, mais bon, c'est un dispositif, on va avoir des voix, des enregistrements, des voix qui vont survenir également. Et donc, alors, elles sont là toutes les trois, elles bougent, elles ont des espèces de perruques assez bizarres, enfin, je ne raconte pas tout, des costumes. Il y a véritablement quelque chose ici qui les distingue, mais en même temps, qui font qu'elles sont bien ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, c'est que tout d'un coup, on a un discours différent, c'est-à-dire une nature de discours différent. Le cœur, tout d'un coup, ça va être une autre espèce d'énonciation. C'est très, très, très étrange, hein, parce qu'on a l'habitude du jeu, on a l'habitude d'acteurs qui sont en train, comment dire, de jouer à être des personnes véritables. Alors qu'on a quelque chose qui est proprement du théâtre en tant qu'artifice. C'est-à-dire que, et tout d'un coup, on recomprend ce que c'est que le cœur. Le cœur, ce n'est pas un personnage. Le cœur, mais c'est un discours. Et c'est un discours qui est d'une nature particulière, extraordinaire. Hein. Et donc, comme on joue avec le côté artificiel parfois du langage, avec les clichés, etc., j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant, passionnant. Moi, ça m'a captivé parce que j'avais jamais vu ça, enfin, j'avais jamais perçu un discours comme celui-là. Donc, moi, vraiment, c'est pour moi quelque chose de rare d'aller voir Six pieds sous ciel, cœur. C'est au Petit Théâtre de la Colline. Chantal. Eh bien, moi aussi, j'ai vu un spectacle complètement passionnant que j'ai beaucoup aimé. C'est Portrait de l'artiste au Théâtre de la Bastille. Alors, Portrait de l'artiste après sa mort. C'est une écriture vraiment qui est brillante de Davide Carnevali. Et ça me rappelle un peu ce dont tu as parlé en premier lieu avec Memory of Mankind. Mais là, il y a un auteur. C'est un auteur italien qui se présente comme un auteur européen. Donc c'est comme une enquête qui est pleine de zones d'ombre et puis de mystères, mais aussi de révélations. Et comme toi, la première fois, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à établir ce qui relevait de la fiction et de la réalité. Parce que ça, c'est un petit peu comme l'écriture de Borges, c'est un petit peu comme l'écriture de Pirandello. Alors on va se trouver piégé, d'autant plus que l'auteur a écrit pour Martial di Fonzobo.
Et donc, c'est Martial Di Fonzobo qui prend en charge le texte, qui parle à la première personne et qui va commencer par nous raconter sa généalogie familiale. Il est né en Argentine, mais il est de famille italienne. Donc, il revient sur son grand-père qui vivait à Capelle sul Tavo, qui est en Italie et qui s'appelle Chapelle sur le mont Tavo, de sa famille, de la famille de sa mère. Alors, elle habitait, mais c'est très important ces petits détails, à Capilla del Monte, Chapelle sur le mont, mais qui se trouve en Argentine. Donc, il y a un nœud dramatique, parce que Martial Di Fonzobo va recevoir une lettre du ministère de la Justice. Il serait héritier d'un appartement. Et ça, c'est extrêmement fort, car cette histoire va nous obliger, nous spectateurs, grâce à l'écriture de Davidé, à retourner dans le passé et à être du côté des Los Desaparecidos, les disparus d'Argentine, pendant la fameuse réorganisation nationale, qui était en fait la dictature militaire de 1976 et 1983. Donc on est dans un texte labyrinthique avec un principe de mise en abîme, de poupée gigogne, d'élargissement. Et ce qui est passionnant, c'est que il y a une variation sur la figure du disparu, un rebondissement dramatique. Alors le disparu, c'est un musicien. Et donc, Martial Di Fonzobo raconte sa venue en Argentine et il tombera sur une partition de musique de Miss City qui le renvoie dans les années 41 en France. Je ne dirais pas davantage. La scénographie, qui est faite par Charlotte Pistorius, elle est très belle. C'est un appartement presque réaliste, mais pas complètement, qui n'est pas complètement fini. Et il va y avoir là Martial Di Fonzobo qui rajoute une grande crédibilité aux propos, parce que, comme pour toi, il va nous présenter des documents, des preuves, des lettres qui sont des objets de curiosité, mais aussi des objets de preuve. Et il y aura dans le final un rebondissement, une adresse au spectateur. Je ne dis pas quoi, parce que c'est justement l'intérêt qui fait qu'on a l'impression d'avoir assisté à un théâtre documentaire. Il y a une mise en abîme de la scénographe qui va venir nous proposer un épilogue et nous parler, parce que l'auteur a été dans le récit de Martial Di Fonzobo un protagoniste essentiel. Même la conclusion, la conclusion, elle pose des questions. Faut-il une fin rassurante ou faut-il rendre hommage aux disparus? Je n'ai pas dit tout, hein. Et Martial Di Fonzobo, il rajoute sa grande sensibilité, son émotion d'acteur au texte et puis son humour qui fait que pour moi, c'est véritablement un spectacle merveilleux. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était un auteur européen, Davidé. Donc peut-être y a-t-il une version italienne, espagnole, allemande. Ça se donne au théâtre de la Bastille. André, donc à Bobino, Black Legends, le musical, c'est écrit et puis mis en musique par... Non. Enfin, la musique, c'est que des chansons afro-américaines depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc, c'est pas écrit par... Il y a une petite enveloppe narrative. Alors, oui, c'est pas ce que j'ai préféré d'ailleurs, mais c'est très léger. C'est-à-dire que le parti pris, c'est un petit peu l'évolution, je dirais, du racisme, si on peut dire, aux États-Unis à travers ces chansons. Hein, à travers les chansons. Donc on a quelque chose d'un peu historique, hein, puisque
on va commencer par Nina Simone et ce genre de choses, et puis on va passer au hip-hop, on va passer. Donc on a tous les grands chanteurs et les grandes chansons qui sont ici interprétés évidemment par d'autres que ils ont plus l'âge malheureusement par certains d'être là. Et donc en tout cas, moi c'est un spectacle magnifique dans le sens où il a la vertu de spectacle américain, bien qu'il soit pas américain, c'est-à-dire que tout est calculé, tout est parfait. Hein. Les chanteurs, les interprètes sont magnifiques, hein, des très très belles voix, et puis ils jouent leur texte magnifiquement. Ils dansent, ils sont 20 sur scène, hein. Sans compter les musiciens, etc. Ils dansent formidablement bien et évidemment la musique est extraordinaire. Donc c'est ça qu'il faut apprécier, quoi. Alors évidemment il faut aimer la chanson, aimer la chanson afro-américaine, mais on peut pas passer à côté de cela. Surtout que il faut bien voir malgré tout que la France a toujours, et Paris en particulier, a toujours été, enfin, a été pendant très longtemps la deuxième chambre d'écho après New York, je dirais, de ce genre de chansons. Hein. On a eu ici toute une tradition après-guerre hein, où ces chansons ont aussi bien vécu. Donc c'est quelque chose qui est quand même culturellement, qui ne nous est pas étranger. Hein. Et donc moi j'ai beaucoup aimé ce Black Legends, qui est un bobino. Chantal. Ah, la trilogie de Paul Auster, hein, c'est un gros morceau et c'est Igor Menchitsky qui la propose. Moi, je l'avais vu au théâtre L'Azimut, Firmin Gémier à Antony, mais là, ça se donne au théâtre de la ville. Donc, il y a beaucoup de complexité narrative avec Paul Auster, mais moi, je trouve que Igor Menchitsky a réussi justement à traduire scénographiquement eh bien, cet aspect aussi labyrinthique et étrange de ces 3 romans. Parce que ce sont 3 romans. Donc, dans le premier, qui est La Cité de Verre, on a un écrivain, Daniel Quinn, qui va recevoir un coup de téléphone. Et dans ce coup de téléphone, on réclame Paul Auster, le détective. Eh bien, il va prendre son identité. Alors, je l'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce roman, parce que là aussi, il y a quelque chose de Pirandellia, parce que il va prendre la posture de Paul Auster, mais il est accompagné de son personnage de détective qui va l'aider à résoudre eh bien, les énigmes. Ça, c'est très bien, c'est Max Rourke, son détective. New York, il faut que New York soit là, donc ça apparaît sous forme d'échafaudage, sous forme d'escalier, et puis à l'arrière-fond, on a les briques rouges dominants pour nous rappeler la vie de New York, quelques réverbères. Il y a une dramaturgie, mais qui est variable selon les séquences. Et les 2 premiers parties, les 2 premiers romans, eh bien, sont, j'ai envie de dire, en supplément dramaturgique de la part d'Igor Menchitsky. Et c'est pour ça que je me dis qu'il a, pour moi, bien compris l'univers de Paul Auster. Parce qu'en fait, on est dans une émission de radio avec un animateur, interprété par Igor Menchitsky, qui nous raconte des histoires hors normes, pas tout à fait normales. Et Igor Menchitsky a cette voix suave et très sensuelle, eh bien, qui nous prend. La deuxième partie, c'est la cité des revenants. Et là, c'est un détective qui va être engagé. Alors, les personnages, ils portent des noms de couleurs. C'est exploité sur le plan scénographique. Donc, c'est le détective Monsieur Bleu, qui était interprété de manière excellente, qui va surveiller Monsieur Noir, et ça a été demandé par Monsieur Blanc, qui est encapuchonné. Donc, Paul Auster, dans tous ses romans, il approfondit, il creuse, mais avec une mise en abîme, eh bien, la question de l'écriture, mais il le fait avec beaucoup d'autodérision. Le dernier, c'est un ami qui va prendre
la place de son ami écrivain qui va épouser sa femme et qui va s'occuper de ses manuscrits. Donc, vraiment, il y a plein d'idées, vraiment beaucoup d'idées, et il y a une théâtralité qui est subtile, judicieuse, et qui rend compte du côté noir. Peut-être que moi, mais je suis vraiment sensible au théâtre, à cela, au côté artificiel, et peut-être qu'il y a un peu moins d'émotion. Au niveau des comédiens, juste une petite idée encore. Ils sont tous très bien. Il y a Pascal Grégory, hein, et il y aura à un moment donné 2 comédiennes femmes qui vont permuter, qui vont de manière aléatoire représenter le même personnage, on ne sait pas quand, et je trouve que ça va bien avec le texte aussi, qui est une réflexion sur le hasard. Donc ça se donne au Théâtre de la Ville actuellement. Une trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Moi, je vous ai parlé de Black Legend, le musical à Bobino, et j'ai oublié de dire aussi que les costumes, que les décors, que les lumières étaient tout aussi extraordinaires que les chansons. Chantal. Un excellent texte et une belle mise en scène de Davide Carnevali, portrait de l'artiste après sa mort, avec Martial Di Fonzobo au Théâtre de la Bastille. La découverte pour moi d'une nouvelle forme d'expression, c'est 6 pieds sous ciel chœur que j'ai vu au Théâtre de la Colline de Jacques Rebottier. Et le légendaire Ubu Roi d'Alfred Jarry qui se donne à l'Opéra de Reims dans la musique de Claude Terrasse et mise en scène Pascal Néron. Et jusqu'au 25 novembre, vous pouvez aller voir Memory of Mankind de Marcus Lindin. C'est au Théâtre de Gennevilliers. Voilà, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir.